allons-y pour cette notion de convergence uniforme. Et pour ça, on va commencer par regarder l'ensemble des fonctions bornées sur l'ensemble D qui nous intéresse. Donc, pour f, une fonction donc de D dans le cas borné. Un borné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vous rappelle, ça veut dire qu'il existe M strictement positif, tel que pour tout x appartenant à D, f de x est plus petit que grand M. Donc ça veut dire que l'ensemble des f de x, ici c'est une valeur absolue si on est sur R, c'est un module si on est sur C, ça veut dire que l'ensemble des f de x est borné, et donc on peut définir la borne supérieure de cet ensemble. Donc, la convergence uniforme, ça nécessite une bonne maîtrise de la notion de borne supérieure d'un ensemble. On définit c'est une définition, ça. Définition. On définit ce qu'on note la norme, qu'on appelle la norme aussi d'ailleurs. C'est pas pour rien qu'on le note avec une double barre. La norme infinie de f, donc double barre f avec un signe infini en dessous, égale le sup pour x appartenant à D des modules aux valeurs absolues selon que l'on est sur C ou sur R respectivement, des f de x en module, en valeur absolue. Alors ça, je vous rappelle que cette notation, c'est par définition, ça veut dire que c'est le sup de l'ensemble des f de x où x parcourt D. C'est une autre manière d'écrire ça. Okay, donc on prend, je vous rappelle que ça c'est le plus grand des... la borne supérieure, c'est le plus petit des majorants de cet ensemble. Comme la fonction est bornée, il existe un majorant, par exemple un certain grand M, et la borne supérieure, c'est le plus petit des tels majorants. Je vous rappelle. Okay. Donc voilà. Alors pourquoi on utilise cette notation pour cet objet-là, pour une fonction bornée? C'est parce que ça a des propriétés qui caractérisent une norme. Donc c'est quoi ces propriétés? Je vous les rappelle, hein, on peut les voir dans d'autres contextes. Donc si on note E, l'ensemble des fonctions bornées sur D, alors cet ensemble-là c'est un espace vectoriel. Hein. Si vous multipliez une fonction bornée, vous êtes toujours, par un scalaire, vous avez toujours une fonction bornée. Si vous sauvez de fonctions bornées, vous avez une fonction bornée. La fonction nulle est une fonction bornée sur D. Hein. Donc, c'est un espace vectoriel. Eh bien, si on note E, cet objet-là, cet ensemble-là, ce qu'on peut dire, c'est que la norme, l'objet qu'on a défini ici, c'est-à-dire qui prend en entrée une fonction bornée et qui en sortie vous sort la borne supérieure qu'elle peut atteindre en valeur absolue, eh bien cet objet-là, c'est une norme, c'est-à-dire l'ensemble des fonctions bornées sur D. Alors, l'application norme infinie, on la note comme ça avec un point pour dire que c'est l'application qui a f associe norme infinie de f, et c'est une application qui va de E à valeur dans R+, est une norme. Et je rappelle, ou je définis si nécessaire, ce que c'est qu'une norme, c'est-à-dire que ça satisfait les trois propriétés suivantes. Premièrement, ce qu'on appelle la séparation. C'est-à-dire que la seule manière que la norme infinie de f soit 0, c'est que f elle-même soit 0. Ça équivaut à f égale 0. Donc c'est des propriétés totalement évidentes hein, qui découlent des propriétés qu'on a sur la valeur absolue ou le module. On a l'homogénéité,
C'est-à-dire que pour tout lambda appartenant à K, si je calcule la norme infinie de lambda f, eh bien, c'est exactement la même chose que de faire le produit du module de lambda, ou la valeur absolue si on est dans R, fois la norme de f infinie. Ça, c'est l'homogénéité. Et puis enfin, on a l'inégalité triangulaire. Inégalité triangulaire. Inégalité triangulaire qui nous dit quoi? Qui dit que pour toute f g, ça c'est pour toute f appartenant à E, hein, ça aussi pour toute f appartenant à E, pour toute fg appartenant à E au carré, la norme de f plus g infini, c'est plus petit que la norme de f infini plus la norme de g infini. Ok? Donc c'est pas l'objet du cours que de démontrer ces résultats-là, mais c'est vraiment, ça procède directement de la définition de la borne supérieure, hein, et des propriétés que vous connaissez sur le module et la valeur absolue, notamment que le module et la valeur absolue satisfont l'inégalité triangulaire. Voilà, c'est juste important de savoir que c'est pas pour rien qu'on note cet objet-là de cette manière, ça a ses propriétés de norme. Ok. Et maintenant, on va enfin pouvoir définir ce que c'est que la convergence uniforme. Alors, au sens de la topologie que vous pourrez faire en licence, la convergence uniforme, c'est la convergence d'une suite de fonctions vers une limite dans l'ensemble des fonctions bornées pour cette norme. Donc ça, c'est comment? On dit que fn, donc une suite de fonctions fn, converge uniformément vers une fonction f. Donc ici, en supposant que les fn sont toutes bornées, hein, donc une suite fn de suite, une suite de fonctions bornées, uniformément vers f appartenant à E, si la suite numérique, donc si l'écart entre fn et f tend vers 0 au sens de cette norme-là, c'est-à-dire si la suite numérique fn moins f infini tend vers 0. C'est ça la définition de la convergence uniforme. Donc c'est une définition premier abord qui peut paraître abstraite, mais on va voir très vite qu'elle est assez facile à manipuler. Et c'est vraiment ce qui compte, que vous sachiez la manipuler. C'est-à-dire, ayant une suite de fonctions sous les yeux, vous allez vous demander si, oui ou non, vous allez pouvoir répondre rapidement à la question, la suite de fonctions fn converge-t-elle uniformément? Alors, peut-être qu'on peut quand même écrire ce que ça veut dire en termes de quantification, ce truc-là. À savoir que, écrivons ce que ça veut dire pour faire le lien avec ce qu'on avait dit tout à l'heure, sur le fait que de la quantification de la convergence simple et les problèmes que ça pose. Donc dans la partie sur la convergence simple, on a vu que la vitesse de convergence de fn de x vers f de x dépendait de x, et que il semblait que ça pouvait poser des problèmes. Et justement, cette notion de convergence, on va voir que du coup, il n'y a plus ce problème-là. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Remarque, hein. Dire que cette suite tend vers 0, ça signifie quoi? Fn moins f infini tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, ça équivaut par définition à dire que pour tout epsilon strictement positif, pensez à cette suite comme étant une suite un. Je vais quantifier le fait que un tend vers 0. Donc pour tout epsilon strictement positif, il existe un n qui dépend a priori de epsilon, appartenant à n,
tel que pour tout n plus grand que n epsilon, eh bien, un moins sa limite, c'est-à-dire 0, en valeur absolue, est plus petit que epsilon. Donc ici, comme un est positif, hein, c'est juste fn moins f infini plus petit que epsilon. Oui, mais c'est quoi cet objet-là? Par définition, ça c'est le sup pour x appartenant à D, la bande supérieure des fn de x moins f de x est inférieur à epsilon. Donc là, je travaille seulement sur la dernière expression. Hein. Cette expression-là, c'est pareil que ça, par définition, ce que c'est que la norme infinie. Mais, et c'est très important, dire que la bande supérieure d'un ensemble est plus petite qu'un certain réel, c'est pareil que de dire que chacun des éléments de l'ensemble sont plus petits que ce réel. Hein, ça, c'est équivalent à dire que epsilon est un majorant de l'ensemble des fn de x moins f de x. Donc ça équivaut encore. Ça, c'est... Donc j'insiste sur l'équivalence. J'appelle ça étoile. Donc étoile, ça équivaut à ça. Et ça équivaut encore au fait que epsilon soit un majorant de l'ensemble des fn de x moins f de x. Donc que pour tout x appartenant à D, on est un majorant strict en l'occurrence, fn de x strictement inférieur à epsilon. Et donc vous voyez que si on remet tout, si je remplace du coup, regardez bien cette ligne-là, la convergence uniforme de fn vers f, c'est équivalent à, pour tout epsilon, il existe n epsilon, tel que pour tout n plus grand que n epsilon, pour tout x appartenant à D, fn de x moins f de x inférieur à epsilon. Et ça, c'est exactement pareil que la convergence simple, c'est exactement la même chose, sauf que dans la convergence simple, pour tout x appartenant à D, était avant le pour tout epsilon, ou ici. C'est pareil, hein, vous pouvez changer de 2 pour tout, c'est pareil. Par contre, vous voyez que là, on a fait passer après le il existe n epsilon. Donc le n epsilon ici ne dépend pas de x. C'est un n epsilon qui est valable pour tous les x. Quel que soit l'epsilon strictement positif, je peux trouver un n epsilon valable pour tous les x, tel que quand n est plus grand que n epsilon, les fn de x sont tous à au plus epsilon de f de x, pour tout x appartenant à D. Okay, donc ça, c'est absolument crucial. On parle d'un résultat uniforme, hein, puisque c'est valable pour tous les x appartenant à D. Donc voilà, d'un point de vue des quantificateurs, j'insiste sur le fait que pour tout x appartenant à D, qui pour la convergence simple était là, ou ici c'est pareil, eh bien il est passé à droite de l'existé d'epsilon. Donc c'est pas la même définition, et c'est une définition plus forte. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Alors, avant de faire quelques exemples, hein, pour sortir un petit peu de l'abstraction, je veux juste vous faire la remarque que on a quelques propriétés de base sur la convergence uniforme. C'est que ça résulte d'une certaine manière de l'inégalité triangulaire et de l'homogénéité. Donc la proposition, c'est la suivante. Pour la convergence simple, on a vu que, héritant des propriétés des suites, des limites des suites, si Fn et Gn CVS vers F et G respectivement, alors Fn plus Gn CVS vers F plus G. Bon, c'est valable aussi pour la convergence uniforme, par contre on va perdre le résultat pour le produit, pour le quotient. On va quand même écrire le résultat. Si Fn CVU vers F sur D, Gn CVU vers G sur D. Donc, quand j'écris ça, je sous-entends que Fn, Gn, F et G sont toutes des fonctions bornées sur D. Alors, Fn plus Gn, la suite des fonctions CVU vers F plus G sur D. Je vais écrire CVU. Et pour tout lambda appartenant à K, lambda Fn, CVU vers lambda F sur D. Donc du point de vue de la multiplication par un scalaire ou de la somme, tout se passe bien hein, avec la convergence uniforme. Attention par contre, on ne peut rien dire du produit ou du quotient. On ne peut rien dire pour le produit, pour les produits quotients.
c'est pareil, je ne vais pas le démontrer parce que ça procède directement des propriétés élémentaires de la norme infinie. En fait, ça procède vraiment des propriétés vraiment de la norme, hein, l'homogénéité et puis l'idéalité triangulaire. Ok. Alors, en fait, je vous ai menti, hein, on n'est pas encore tout à fait avec des exemples de convergence uniforme. Je vais juste terminer par le fait que la convergence uniforme implique la convergence simple. Hein, c'est bien, donc autrement dit, on a une notion de convergence qui est plus forte. C'est un résultat complètement élémentaire. Hein. On a déjà fait la preuve quand on a vu qu'il s'agissait de déplacer le pour tout x appartenant à D. On va l'écrire encore un tout petit peu différemment. Je l'écris sous forme de théorème parce que c'est important, mais c'est un résultat élémentaire à démontrer. Je vais le démontrer. Donc, si Fn CVU vers F sur D, alors Fn CVS vers F sur D. Et la preuve, ça va être vaguement déprimant tellement c'est simple. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire que, moi je vais montrer que Fn CVS vers F sur D. Donc je vais fixer x0 dans D, puis je vais essayer de montrer que Fn de x0 tend vers F de x0. Donc soit x0 appartenant à D. Et je veux essayer de démontrer que Fn de x0 moins F de x0 tend vers 0. C'est ça que je veux démontrer. Oui, mais par définition, cet objet-là, il est plus petit que le suprémum des telles quantités, pour x qui parcourt D. Hein, puisque le sup, c'est le plus petit des majorants. Donc, a fortiori, c'est un majorant. Donc ça, c'est plus petit que le sup pour x appartenant à D, des Fn de x moins F de x. Et ça, c'est bien sûr rien d'autre que la norme infinie de Fn moins F. Ben voilà, c'est fini. La convergence uniforme de Fn vers F, par définition, c'est le fait que ce truc-là tend vers 0. Comme le membre de droite tend vers 0 par définition de ce que c'est que la convergence uniforme de Fn vers F, eh bien le membre de gauche tend vers 0. Fn moins F tend vers 0 quand elle tend vers plus l'infini, c'est par définition. Donc, par le théorème des gendarmes, j'en déduis que le membre de gauche tend vers 0, c'est-à-dire Fn de x0 tend vers f de x0 quand x tend vers plus l'infini, quand n tend vers plus l'infini. Et ça, bien sûr, c'est valable pour tout x0. Et ce, pour tout x0 appartenant à D. Et donc ça, c'est exactement, avoir dit que ce truc-là tend vers x0 pour tout x0 appartenant à D, c'est exactement dire, précisément, Fn CVS vers F sur D. Okay, donc venons-en vraiment à la pratique de la convergence uniforme. Et qu'est-ce que j'entends par là? C'est comment, quand on a vraiment une fonction sous la main, comment on montre que Fn converge uniformément vers F. D'abord, vous voyez que si je veux démontrer la convergence uniforme de Fn vers F, il faut d'abord que je sache qui est F, puisqu'il faut que je forme Fn moins F. Donc ce qu'on commence par faire, c'est toujours regarder la convergence simple. Vous voyez, ça ne sert pas à rien quand même de l'avoir définie. On commence à trouver le candidat pour la convergence uniforme, F. Comme si vous avez convergence uniforme vers F, vous avez convergence simple vers F. Si vous pensez pouvoir démontrer une convergence uniforme vers un certain F, à vous de trouver le candidat F par convergence simple. Vous trouvez un candidat, et puis ensuite vous vous intéressez à cette quantité-là. Donc, pratique de la CVU. Donc premièrement, trouver F tel que Fn CVS
vers f sur d. Donc ça, on l'a vu, c'est simplement des techniques de suite numérique. On fixe x0, etc. Ça, c'est la première étape. Donc là, je vous renvoie au chapitre, à la section sur la convergence. Deuxième étape, et attention ici, on ne va certainement pas s'amuser à calculer des sups de fonctions. Si je vous donne une fonction quelconque, donc là ici la fonction qui nous intéresse c'est fn-f, et que je vous demande c'est quoi le sup de sa valeur absolue, vous allez calculer sa valeur absolue, vous allez regarder les variations, peut-être faire un tableau de variations, chercher l'endroit où elle atteint. Alors il faut prendre la valeur absolue, donc la valeur absolue de cette fonction-là, ça fait cette fonction-là, si je la fais en rouge peut-être. La fonction valeur absolue de la fonction que j'ai tracée en noir, c'est celle-là. Bon, vous voyez que c'est assez désagréable. C'est à chaque fois que vous avez une fonction sous la main, il faut aller calculer les dérivés pour trouver là où la fonction atteint son maximum, et donc en déduire le sup. On n'est pas très content. Ici, vous voyez que le sup des f de x, pour cette fonction f, je vais appeler ça g par exemple, le sup des g de x, c'est ici. Là. Il est atteint en ce point-là, et donc c'est ici. Bon. C'est le sup des valeurs absolues de g de x en l'occurrence. Bref. Donc surtout, il ne faut pas faire ça. Vous serez peut-être amené à le faire dans quelques cas bien précis dans des exercices, mais dans la vraie vie, ce que vous allez faire, c'est chercher. Vous allez chercher à majorer. Donc là, c'est vraiment de l'analyse qu'on fait. Chercher une suite alpha n telle que une suite numérique c'est absolument crucial alors ce que j'explique maintenant, parce que c'est vraiment comme ça que vous allez procéder dans la pratique. Chercher alpha n une suite numérique donc qui ne dépend pas de x, très important, indépendante de x. Telle que, je vais l'écrire ici, tel qu'on a quoi? Eh bien, tel que deux choses. Premièrement, pour tout x appartenant à D, fn de x moins f de x est plus petit que alpha n. Donc c'est une suite qui majore fn de x moins f de x. Mais j'insiste qu'il faut que alpha n ne dépende pas de x, alpha n indépendante de x, et alpha n tend vers 0. Donc en fait, c'est quoi ça? C'est qu'on est en train de dire, c'est qu'on cherche un majorant à fn de x moins f de x qui tend vers 0. Un majorant indépendant de x. Et dans ce cas-là, on a gagné. Pourquoi? Parce que pourquoi ça permet de conclure? On a alors simplement le fait que si pour tout x appartenant à D on a ça, c'est-à-dire que alpha n est un majorant de l'ensemble des valeurs absolues de fn de x moins f de x, alors la norme infinie de fn moins f est plus petite que alpha n. Et comme alpha n tend vers 0, par le théorème de Landau, ce truc-là tend vers 0. Donc la pratique de la convergence uniforme, ce sont des majorations. C'est vraiment ça le truc à voir. Et donc je vais faire un exemple pour que ce soit un peu moins abstrait. Exemple, je vais prendre un exemple un peu tordu exprès, enfin, facile mais tordu ou bizarre. Fn de x égale 1 plus sinus de cosinus de nx moins arctangente de x puissance au carré sur n puissance 2. Alors ça, on a déjà vu ce genre de choses. Ce truc-là, le truc affreux qui est là, bon, c'est quand même le sinus de quelque chose, c'est borné par 1. Donc avec le 1 sur n carré, ça tend vers 0. Je rappelle qu'on déroule ça en deux temps. D'abord,
on cherche de la convergence simple. Ici, je prends x appartenant à R et n appartenant à une étoile. Voilà la suite de fonctions que je prends. Donc vous voyez que, bien entendu, que fn de x pour tout x, pour x0 appartenant à R fixé, eh bien, avec un type de raisonnement qu'on a déjà vu tout à l'heure, fn de x0 tend vers 1 quand n tend vers plus l'infini. Une suite bornée fois une suite qui tend vers 0, vous pouvez l'écrire avec une majoration. On s'apprête à l'écrire dans 2 secondes. Donc de ça, j'en déduis, ça y est, la convergence simple. Donc fn CVS sur R vers f, la fonction constante égale à 1. Ici, le 1, je l'entends au sens de la fonction constante qui vaut toujours 1, comme tout à l'heure, f égale 0. Donc maintenant que j'ai mon candidat f de x pour la convergence uniforme, je vais pouvoir former des fn de x moins f de x. Et donc ici, allons-y pour la convergence uniforme. Pour tout x appartenant à D, à R, pardon, pour tout n appartenant à une étoile, je vais essayer de majorer fn de x moins f de x par un truc qui tend vers 0 et qui ne dépend pas de x. Majorer fn de x moins f de x par quelque chose qui ne dépend pas de x et qui tend vers 0. Bon, voilà, j'obtiens quoi simplement, j'ai en valeur absolue, donc les 1 se simplifient, j'ai 1 moins 1, donc j'obtiens simplement le truc atroce, sinus de cosinus de n moins arc tangente de nx, pardon, je vais mettre un n plutôt, j'en fais un, de n moins arc tangente de x carré sur n carré. Et là, vous voyez que si vous n'aviez pas vu cette petite pratique de la convergence uniforme, vous pourriez vous dire aïe aïe aïe, il va falloir que je calcule le sup de cette quantité-là. Alors le 1 sur n, donc j'insiste, attention, hein, quand on cherche le sup pour x appartenant à D cette fois, c'est qui est fixé? C'est n. fn de x, fn de x moins f de x, c'est une fonction à n fixée. n ne bouge plus. Je cherche le sup de ça. J'ai pas du tout envie. 1 sur n carré il sort, mais là où ce truc-là atteint son maximum, c'est très désagréable. Je suis pas sûr que ce soit faisable analytiquement. Mais nous, tout ce qui nous intéresse, c'est de majorer par un truc indépendant de x et qui tend vers 0. Bon, voilà, c'est un sinus, je le majore par 1. C'était déjà l'idée qui était sous-jacente à la convergence simple ici, en fait. Ça, c'est plus petit que 1 sur n carré. Et bien là, c'est fini. 1 sur n carré, ça tend vers 0. C'est indépendant de x. Hein. Donc, fn cvu vers f sur r vers f. Fonction constante égale à 1. Hein, j'insiste sur le côté indépendant de x. Hein. Si là, j'avais, je sais pas, moi j'avais x ici, x sur n carré, je suis coincé. Je suis coincé si je suis sur tout R, je suis embêté. J'ai pas un truc qui est indépendant de x. Si j'ai un x sur n carré mais que je suis sur 0,1, là ça va, je suis pas coincé, je majore x par 1. Mais là je suis sur R tout entier. Donc attention à ne pas avoir un truc qui dépend encore de x et dire ah ça tend vers 0. Ça c'est rien dire de plus que de la convergence simple. Bien sûr que fn de x moins f de x tend vers 0 pour chaque x donné, ça c'est la convergence simple. Nous on veut de la convergence uniforme, donc précisément ça veut dire majorer par un truc indépendant de x qui tend vers 0. Donc c'est ce qu'on a réussi à faire ici. Ok, je voudrais finir juste par une technique. Vous allez dérouler ça dans les exercices, hein, cette approche pour étudier de la convergence simple et de la convergence uniforme. Mais je voudrais finir par une technique pour démontrer, dans certaines situations, qu'il n'y a pas convergence uniforme. Donc pour ça, c'est une proposition. Ça va être une proposition qui va nous permettre, qui va nous donner une technique pour démontrer l'absence de convergence uniforme. Donc je me donne si fn, ici j'aurais dû le dire, hein, à chaque fois que je parle de fonctions qui convergent uniformément, bien sûr, hein, comme il faut parler de normes infinies, il faut des fonctions bornées. Les fn sont dans cette section, les fn sont des fonctions bornées, et f aussi. Si fn cvu vers f sur d
alors, pour toute suite xn de D, fn de xn moins f de xn tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, lorsqu'il y a convergence uniforme de fn vers f, alors, peu importe la suite que je me donne qui se balade dans l'ensemble D, quand j'applique fn à cette suite et que j'y retranche f évaluant cette suite, ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. La preuve, c'est aussi simple que tout à l'heure, ce qu'on a fait pour montrer que la convergence uniforme implique la convergence simple, donc c'est une ligne. Pour tout n appartenant à n, eh bien fn de xn moins f de xn. Attention, très important ici, vous voyez que ça, c'est une suite numérique. Fn évalué en xn, ça dépend seulement de n. F de xn ne dépend que de n, donc ça c'est juste une suite numérique. Donc fn de xn moins f de xn, cette suite numérique, je peux la majorer. Pour chaque n, ici j'ai fn de quelque chose moins f de quelque chose. Donc c'est plus petit que le sup pour x appartenant à D, D fn de quelque chose moins f de quelque chose. Ok, et là c'est fini, comme je ne l'écris pas, comme pour la proposition précédente, le théorème précédent. Ce truc-là tend vers 0 par définition de la convergence uniforme de fn vers f, et donc ce truc-là aussi tend vers 0. Okay, donc c'est complètement trivial ce résultat-là. Et pourtant il est assez pratique. Je vais vous donner un exemple. Donc je vais l'écrire quand même. L'idée c'est quoi? C'est utilisation de ce résultat-là. Si fn CVS vers f, j'insiste, CVS vers f sur D, et si on pense qu'il n'y a pas CVU, sur D, on peut essayer, c'est une méthode pour montrer qu'il n'y a pas CVU, on va utiliser la contraposée de ce truc-là. On va dire, on va exhiber une suite d'éléments de D tels que fn de xn moins f de xn ne tend pas vers 0. On peut essayer de trouver xn appartenant à D tel que... ça utilise donc la contraposée de ce résultat-là. Tel que la suite fn de xn moins f de xn, la suite numérique ne tend pas vers 0. Et souvent, ce qu'on va faire, je vais le montrer sur un exemple, on va choisir précisément xn qui va aller chatouiller la fonction, la suite de fonctions, là où justement on sent que ça ne se passe pas bien. Souvent, quand il y a convergence simple mais pas convergence uniforme, rappelez-vous que ça dépend de D, il peut y avoir convergence simple sur D, pas convergence uniforme sur D, mais il peut y avoir convergence uniforme sur presque tout D. Il y a juste certains endroits qui posent problème. Et donc justement, il va falloir aller utiliser ces endroits. Donc allons-y pour un exemple. Et ça va être notre exemple fétiche. Notre exemple fétiche, il dit quoi? Il dit que... alors c'est l'exemple suivant, c'est fn de x égale x puissance n pour n appartenant à n, x appartenant à 0. On va trouver une première manière, on va en voir au moins une autre, du fait que dans ce cas-là, il n'y a pas convergence uniforme sur 0,1. Alors on sait déjà, on a vu que fn CVS vers la fonction qui a x associe 0 si x est inférieur à 1 et 1 si x est égal à 1. Et on se demande s'il y a convergence uniforme. Et là, je vous le donne en mille, il y a un point qui pose problème pour la convergence uniforme, c'est le point x égale 1. Graphiquement, souvenez-vous qu'on avait la chose suivante. On traçait les fn progressivement, f0, f1, f2, f3,
F4. Ce qui se passe, c'est que, et ce qui empêche la convergence uniforme, c'est que, vous voyez, chacun des points très proches de 1, là, par exemple, si je me place ici, il est très proche de 1, à terme, il va tendre vers 0. Hein. Mais peu importe, si je me place suffisamment proche de 1, je vais trouver, donc à 1 moins epsilon, je vais trouver un point qui est encore très très haut. Parce que, certes, ça tend vers 0, mais il y a quand même des points qui sont encore proches de 1. Graphiquement, on sent que le problème vient de 1 ici. Ça s'écrase bien uniformément vers 0, et là, non. Hein, il y a des points qui vont tendre vers 0 à la fin, mais qui sont arbitrairement proches de 1. Donc, on va du coup exploiter un peu cette vague intuition graphique. Hein. En tout cas, c'est clair que c'est 1 qui pose problème, et donc je propose d'utiliser une suite qui va tendre vers 1, soit xn égale 1 moins 1 sur n pour n appartenant à n étoile. Et on va utiliser notre critère, on va essayer de montrer que fn de xn moins f de xn ne tend pas vers 0. Alors on va faire le calcul. Fn de xn moins f de xn, donc pour tout n appartenant à n étoile, je fais le calcul. Si j'ai convergence uniforme de fn vers f, alors, sur 0,1, alors ce truc-là doit tendre vers 0. Ok, je fais le calcul. Fn de xn par définition, c'est 1 moins 1 sur n puissance n. Et puis f de xn, là il faut souffler un coup et bien voir que peu importe la valeur de n, xn est strictement inférieur à 1. Donc f, quand je l'évalue en xn, peu importe la valeur de n, ça fait toujours 0. Moins 0. Et quand je passe à la limite, hein, on l'a vu tout à l'heure, celui-là, 1 plus x sur n puissance n, pour x appartenant à r, ça tend vers exponentielle de x. Donc ça tend vers exponentielle de moins 1, quand n tend vers plus l'infini. Ce qui est notoirement pas 0. Et donc, on en déduit que fn ne converge pas uniformément vers f sur 0,1. Et pour finir hein, sur cet exemple, je voudrais juste vous faire voir que bien sûr, la réponse dépend de l'ensemble sur lequel on se place et qu'on va revoir d'une autre manière que c'est 1 qui pose problème. Fn ne converge pas uniformément vers f sur 0,1, mais on peut peut-être se demander s'il n'y a pas convergence uniforme sur des intervalles plus petits qui ne contiennent pas 1. A-t-on, je fixe epsilon strictement positif, a-t-on CVU de Fn vers f sur 0,1 moins epsilon. Donc là, j'exclus hein, le point problématique, à savoir 1, et donc maintenant, je vais regarder. Donc je sais bien sûr qu'il y a CVS, la convergence simple de Fn vers f sur cet intervalle, puisqu'il y a convergence de Fn simple de Fn vers f sur tout 0,1, en particulier sur 0,1 moins epsilon. Donc je vais regarder maintenant la convergence uniforme. Alors comme d'habitude, hein, je vais former, quand je pense qu'il y a convergence uniforme, hein, j'y crois fort parce qu'on voit bien que le problème venait de 1, donc quand je l'exclus en plaçant sur 1 moins epsilon, ça devrait bien se passer. Donc je vais regarder fn de x moins f de x. Pour tout x appartenant à 0,1 moins epsilon, pour tout n appartenant à n, je vais essayer de majorer, c'est la recette, hein, fn de x moins f de x par une suite qui tend vers 0, indépendante de x. Ok, je me lance là-dedans. Ça, par définition, ça vaut... Alors, c'est ça la magie, comme je suis sur 0,1 moins epsilon, f de x vaut toujours 0. Ça ne prend jamais la valeur 1, puisque on se place sur l'intervalle 0,1 moins epsilon. Donc j'ai juste fn de x, c'est-à-dire x puissance n. X étant positif, il n'y a plus de valeur absolue. Mais x, comme il est plus petit que 1 moins epsilon, ça je peux le majorer. Là, en l'occurrence, pour une fois, je suis en train de vraiment calculer le sup. Hein. C'est vraiment ça la bande supérieure de ce truc-là. C'est majoré par 1 moins epsilon puissance n. Et là, c'est fini. Hein. Ça, c'est bien un truc indépendant de x. On est en train de se placer sur l'intervalle 0, 1 moins epsilon. C'est indépendant de x. Et ça, comme epsilon est strictement positif, ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. C'est un certain q puissance n avec q. Alors, bien sûr, ici, je prends aussi epsilon plus petit que 1. Hein. Je retire bien sûr quelque chose qui fait que 1 moins epsilon est strictement positif.
Donc ce truc-là, ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et c'est indépendant de x. J'ai bien majoré fn de x moins f de x en valeur absolue par un truc indépendant de x et qui tend vers 0. Donc, fn, CDU vers f sur 0, 1 moins epsilon. Et ça, c'est vrai pour tout epsilon, hein, strictement positif. Pour tout epsilon compris entre 0 et 1. Même si j'ai epsilon minuscule, j'ai convergence uniforme. Il faut vraiment que je me mette à prendre en compte x égale 1 pour que que la convergence uniforme soit perdue. C'est vraiment 1 qui pose problème ici pour la convergence uniforme. Et donc dans la pratique des exercices, hein, souvent c'est une question, vous avez convergence simple d'une fonction, on va vous demander de trouver les intervalles sur les endroits où il y a convergence uniforme. C'est-à-dire que potentiellement il n'y aura pas convergence uniforme partout où il y a convergence simple, mais seulement sur certaines parties, voire partout sauf en 1 ou 2 points qui posent problème. Et donc c'est justement à vous aussi de développer un peu d'intuition autour de ça. Voilà, donc ayant donné un petit peu des méthodes pour étudier la convergence uniforme, maintenant la question c'est est-ce que finalement c'est vraiment le bon outil? C'est-à-dire est-ce que grâce à la convergence uniforme, on a des propriétés plus agréables? Et on va voir que oui, toutes les propriétés qu'on voulait avoir, si les fn sont continus et s'il y a convergence uniforme ici, donc alors la limite f est aussi continue, ce genre de résultat-là. Et avant de rentrer là-dedans, on va parler aussi d'une autre propriété très abstraite et théorique à ce stade pour vous, mais que je vais quand même mentionner, donc elle est juste à titre indicatif, le fait que l'espace des fonctions bornées muni de cette norme, la norme infinie, il a une bonne propriété, c'est une propriété dite de complétude, puis ensuite on en viendra vraiment aux propriétés qui nous intéressent.